20. J'étais persuadée qu'il était dans un fossé, quelque part, blessé. Mais quand je l'ai vu, j'ai su Coucou maman. qu'il nous avait quittés. Les données numériques indiquaient que M. Saxton avait été attiré ici. Il n'y avait pas eu d'autres numéros contactés par ce téléphone. Les preuves numériques seraient cruciales pour trouver le coupable. Il y avait une structure. Elle ne se doutait pas qu'elle laisserait des traces numériques derrière elle. Après le déjeuner, mon fils m'a appelé sur mon portable pour me demander si j'avais des nouvelles de son père. Je lui ai dit que non, qu'on ne s'était pas parlé depuis que j'étais partie ce matin-là. Wayne m'a dit qu'une femme avait appelé Ricky le matin pour lui montrer une voiture et qu'il n'avait pas donné de nouvelles depuis son départ. Maman m'a appelé pour me demander si j'avais vu papa. Je lui ai répondu que non. Et elle m'a dit, il est parti ce matin chercher une voiture, mais il n'est pas revenu. J'ai tout de suite essayé de l'appeler, mais en vain. C'était comme si sa batterie était vide ou qu'il était éteint, ce qui était très inhabituel. Papa ne coupait jamais son téléphone et il le rechargeait toujours. J'avais 14 ans quand j'ai rencontré Ricky. Il en avait 18. On a été mariés pendant 37 ans. On a grandi ensemble. Il adorait être père. Et c'était un très bon père. On a eu 2 enfants, Stacy et Wayne. J'ai toujours dit que papa était parfait. Je sais que ça n'existe pas, mais à mes yeux, il l'était vraiment. Il a toujours été présent. Faut dire laisse mon papa. Là-bas. Faut dire laisse mon papa tranquille. Vas-y, dis-lui, laisse mon papa tranquille. Mes parents ont eu 6 petits-enfants. Et dès qu'il a su qu'il allait devenir grand-père, je ne pense pas qu'il ait eu une seule mauvaise journée. Il avait toujours le sourire. Y a pas mieux que ça. Je suis l'oncle de Ricky et l'un de ses meilleurs amis. La dernière fois que j'ai vu Ricky avant sa disparition, c'était pour une partie de pêche. Il m'a fait rire toute la journée. On a attrapé un gros tambour. Et vous savez ce qu'il a dit? C'est pas la classe? 11 kg 02, ouais. C'était un pitre. Tout le monde l'adorait. Il nous faisait mourir de rire à chaque fois. Et il connaissait tout le monde. C'était un homme vraiment sympathique. Il voulait juste... Il avait vite compris qu'il faut aller vers les gens, leur parler. Et il donnait l'impression de l'avoir toujours connu, tellement c'était facile de lui parler. Il avait un grand cœur, toujours prêt à aider les autres. Un beau morceau. 11 kilos, ouais. Papa ne s'arrêtait jamais. Il était toujours actif. Il aimait les gens, mais il aimait aussi acheter des voitures bonnes pour la casse. Ricky avait une casse, et quand il avait vendu toutes les pièces d'une voiture, il la faisait broyer. Tout le monde le connaissait. Toute la ville de Yazoo connaissait Ricky. Tout le monde savait qu'il achetait des épaves, et il recevait beaucoup d'appels chaque jour. Je pensais vraiment que papa était parti aider quelqu'un. Mais après la messe, il n'était toujours pas là, et j'ai su qu'il y avait un problème.
C'est le shérif adjoint qui m'a annoncé que Ricky avait disparu. On m'a dit que Ricky broyait des voitures. Quand une femme l'a appelé plusieurs fois pour lui proposer de lui vendre un véhicule. Une Impala bleue. Il a alors décidé d'aller voir cette voiture entre 11h et midi. Mais il n'est pas revenu. On a immédiatement enclenché la procédure sans attendre 24 heures. Parce que pour les personnes avec ce profil, ce n'est pas normal qu'elles disparaissent sans donner de nouvelles à leur famille. On cherchait une dépanneuse parce qu'il était parti voir une voiture. Il avait donc forcément utilisé une de ces dépanneuses. Plusieurs scénarios étaient possibles. On ne savait pas exactement où il était allé pour voir ce véhicule. Le comté de Yazoo étant très étendu, on s'est concentré sur la zone où il se trouvait en dernier. En pleine campagne, le téléphone de Ricky pouvait nous aider à savoir où il se trouvait. J'ai alors tenté une localisation numérique. J'ai contacté son opérateur téléphonique qui nous a indiqué la zone où son téléphone avait émis son dernier signal ce soir-là, à savoir à l'est du comté. Le traçage de l'empreinte numérique est une technologie très importante, car elle nous permet d'accélérer une enquête. Ça nous donne plus d'informations. Faut dire laisse mon papa. Là-bas. Faut dire laisse mon papa tranquille. Le bureau du shérif cherchait la dépanneuse de papa. Notre pasteur était à la maison. Beaucoup d'amis et de membres de la famille sont restés avec nous, d'autres sont partis à sa recherche. Certains faisaient des allées et venues. Moi, je suis restée à la maison toute la nuit avec maman dans l'expectative. Quand ça mord pas, ça mord pas. Il ratissait tout le comté. Au petit matin, je savais qu'il s'était passé quelque chose de grave. J'étais persuadée qu'il était dans un fossé, quelque part, blessé. Le lendemain matin, j'ai contacté l'opérateur téléphonique pour affiner notre recherche avec le superviseur. Il m'a expliqué comment tracer des lignes en fonction de la hauteur de la tour relais qui avait capté le dernier signal. Et il m'a dit qu'entre ces lignes, je trouverais certainement Ricky Saxton. C'était assez vaste, entre 5 et 8 kilomètres de long. Et une fois la zone définie, on y a déployé toutes nos ressources. Quand le téléphone a transmis le signal, il allait vers l'est. À ce moment-là, Rusty est venu me chercher et on s'est mis en route. Rusty est un ami et garde forestier du Mississippi. On a roulé, encore et encore. Rusty a dit à tous les fermiers de chercher la dépanneuse. Et on a sillonné les routes. Je les connaissais toutes. Les chemins de gravier ou de terre. Mais plus le temps passait, plus je me sentais mal, pour sûr. Je me souviens m'être mise à genoux.
J'ai demandé au Seigneur que si mon père allait bien, qu'il l'accompagne. Un fermier a appelé Rusty pour lui dire qu'il y avait une dépanneuse à côté d'une vieille maison abandonnée. Rusty a dit « Ne touchez à rien. Ne bougez pas. Restez là. C'est le temps qu'on arrive. » J'ai cru que Rusty allait nous tuer tellement il roulait vite dans son 4x4 de forestier. J'étais sûr que c'était bien la dépanneuse de Ricky. Mais j'avais encore de l'espoir. C'est tout ce que je peux dire. J'espérais qu'on le trouverait blessé. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Sur place, on est sorti du 4x4. Et Rusty a dit « Restez là ». Il a contourné la maison abandonnée. Il y avait une voiture. J'étais là, debout, quand j'ai vu Rusty revenir. J'ai vu qu'il avait l'air triste. J'ai dit « Il est là-bas ». Il a fait... J'ai dit « Il est mort ». Il a fait... Et là... J'ai craqué. Ça m'a brisé le cœur. Je ne l'avais jamais imaginé mort jusqu'à ce moment. C'est comme ça que j'ai su qu'il n'était plus là. Quand je suis arrivé sur les lieux, il y avait plusieurs forces de police différentes. Le garde forestier m'a montré où Ricky était étendu. J'ai vu du sang. Et également des blessures de petit calibre sur son corps. Il avait été abattu. Je me suis dit, pourquoi lui avoir fait ça? On a entendu un appel à la radio, je crois, qui disait qu'ils avaient trouvé la dépanneuse. On a foncé dans cette direction. Mon frère avait quelques minutes d'avance sur moi. Il m'a appelé et il a dit « Stacy, c'est terrible, papa a été assassiné. » Alors j'ai dit « Seigneur, si tu l'as accueilli et qu'il est avec toi, tu vas maintenant devoir m'aider. Parce qu'il va y avoir beaucoup de vide dans ma vie qu'il te faudra combler. » Stacy est revenue en pleurs. Quand je l'ai vu, j'ai su qu'il nous avait quittés. Elle a dit qu'il avait été tué par balle, mais c'était impensable. Mon cerveau refusait d'assimiler cette information. Que quelqu'un lui avait tiré dessus et l'avait tué. On est passé d'une affaire de disparition à un meurtre. Et il nous fallait découvrir qui avait proposé ce véhicule à Ricky. J'ai donc décidé d'appeler le bureau d'enquête du Mississippi pour leur demander de l'aide. Je suis arrivé sur place vers 14h20. En approchant, j'ai vu la dépanneuse. Un peu plus loin par là-bas. J'ai remarqué le corps de M. Saxton qui gisait par terre. Je l'ai examiné et j'ai alors constaté qu'il avait une blessure par balle au niveau de la tête.
Puis, quand j'ai fait le tour de la propriété, j'ai découvert une Chevrolet Impala bleue. En regardant de plus près cette voiture, j'ai vu un portefeuille appartenant à M. Saxton. C'est ce qui nous a amené à penser que M. Saxton avait été attiré ici pour être volé. On a ratissé la zone pour localiser son téléphone portable. On a fouillé dans les alentours, dans les bois. On a passé tout le secteur au peigne fin, mais sans réussir à mettre la main sur ce téléphone. Il nous a alors semblé évident que la personne qui avait abattu M. Saxton avait pris le téléphone avec elle. C'était une piste potentielle qu'il fallait suivre. On s'est dit que si on arrivait à trouver ce téléphone, on trouverait peut-être le coupable. Quand nos techniciens ont eu fini de recueillir les preuves sur la scène des crimes, le camion et l'Impala ont été transférés au laboratoire de police scientifique du Mississippi, dans l'espoir d'y trouver des empreintes ou des traces d'ADN. On s'est alors concentré sur les relevés téléphoniques. Je sentais que les preuves numériques seraient cruciales pour trouver le coupable. Tommy avait obtenu les relevés téléphoniques de Ricky le jour du meurtre. Le bureau du shérif et d'autres enquêteurs avaient déjà commencé à identifier les numéros qui avaient communiqué avec Ricky ce matin-là. On a appelé les personnes à qui appartenaient ces numéros. On leur a dit qui on était, qu'on enquêtait sur la mort de Ricky Saxton, qu'on savait qu'il l'avait eu au téléphone ce matin-là, et qu'on voulait savoir pourquoi. Une fois tous les numéros composés, il y en avait un qu'on n'avait pas réussi à identifier. Ça ne sonnait pas. Le numéro n'était visiblement plus valide. On en a déduit que c'était ce téléphone qui avait appelé Ricky pour l'inciter à venir voir l'Impala. En identifiant l'opérateur de ce numéro, on a découvert que c'était un téléphone prépayé et sans abonnement. Ces téléphones balourds sont utilisés par beaucoup de personnes, notamment pour des activités criminelles, car ils sont totalement anonymes. Ça réduit donc les informations disponibles pour les services de police. Il fallait donc redoubler d'efforts pour tenter d'identifier le propriétaire de ce téléphone. Parallèlement, le labo scientifique analysait la voiture bleue, l'Impala, qui avait servi à leurrer Ricky. Mais les informations obtenues, que ce soit l'ADN ou les empreintes digitales trouvées dessus, n'ont pas permis d'identifier d'éventuels suspects. Il fallait absolument découvrir qui était associé à cette Impala bleue. On a d'abord cherché à quel nom elle était enregistrée. En contactant la propriétaire du véhicule, on a appris qu'elle n'était pas dans la région au moment présumé du meurtre, information qu'on a été en mesure de corroborer. La propriétaire du véhicule nous a informé qu'elle l'avait donné à son frère, James. J'ai donc discuté avec ce dernier sur ce sujet. Et il m'a dit qu'il n'avait pas l'intention de vendre cette voiture, mais qu'il avait voulu la cacher à l'agent de recouvrement. C'est pour ça qu'il l'avait laissée derrière cette maison. On a été en mesure de confirmer les informations de James, qui était au travail au moment du meurtre de M. Saxton. On était très déçus que cette première piste ne mène à rien. Tous les habitants de la ville étaient dévastés. Plus de 700 personnes sont venues aux funérailles. On a reçu un immense soutien de la part de tous ces gens. C'était formidable de voir tout ce monde venu honorer la mémoire de papa. On savait ce qu'il représentait pour nous, mais en regardant autour de nous, on s'est rendu compte de l'impact qu'il avait eu sur celles et ceux qu'il avait croisés.
Je me souviens m'être levée et avoir levé les mains au ciel en disant « D'accord, Seigneur. Tu es bon, vous voyez ?» Une récompense a été mise en place et un fermier local de notre église a apporté $10 000 à mon frère. On s'est servi des réseaux sociaux pour offrir cette somme en échange d'informations menant à une arrestation. La ligne téléphonique dédiée à cette affaire a été submergée. On a reçu beaucoup d'appels et de tuyaux. Mais au milieu de toutes ces informations, il y avait beaucoup de rumeurs. On a utilisé toutes les ressources possibles et imaginables afin d'étudier toutes les pistes qu'on recevait. Le 6 décembre, on a fini par recevoir les données du téléphone balourd. On savait que la personne qui l'avait acheté était impliquée dans ce meurtre. Mais je pense qu'elle ne se doutait pas qu'elle laisserait des traces numériques derrière elle. Il nous a conduits dans son bureau. Après une recherche sur son ordinateur, il a pu nous dire qu'il n'avait vendu qu'un seul balourd ce jour-là, à 10h34. À ce stade, il ne restait plus qu'à espérer que son système de vidéosurveillance avait filmé l'achat. Quand on a consulté son système, la date et l'heure qui nous intéressaient n'y figuraient pas. Les vidéos ne remontaient pas si loin. Elles étaient sauvegardées 2 semaines avant d'être écrasées par les nouvelles images de surveillance. À ce moment-là, on a décidé de demander la saisie du disque dur afin d'analyser plus en profondeur le système de vidéosurveillance. Toute l'affaire reposait sur l'achat de ce téléphone. Je savais donc qu'il faudrait faire appel à une personne compétente pour récupérer, dans cet ordinateur, les images dont on avait besoin. On a confisqué l'ordinateur que j'ai confié au FBI de Jackson dans le Mississippi afin qu'il soit renvoyé au laboratoire de criminalistique numérique à Quantico. On était convaincus que cette vidéo nous aiderait à trouver l'auteur de ce crime. J'ai poursuivi le travail sur le terrain en discutant avec des gens et en cherchant des témoins. On recevait des informations qu'il fallait vérifier. Quand une enquête... On recevait des informations qu'il fallait vérifier. Quand une enquête piétine, c'est frustrant et ça donne envie de travailler encore plus dur pour trouver de nouvelles informations. Mais en l'absence de nouveaux éléments, toute l'affaire allait certainement reposer sur les fichiers du système de surveillance. Tout me faisait penser à lui et le fait de ne pas savoir qui l'avait tué et pourquoi, c'était vraiment dur. C'était difficile d'aller en ville, de voir ces gens dans l'épicerie, par exemple. Je regardais par-dessus mon épaule en me demandant si le tueur était dans ce magasin. Ma sœur est venue vivre avec moi pendant des mois. J'avais peur de rester seule à la maison. Parfois, mon fils me rejoignait quelque temps.
Ma fille Stacy était très présente, elle aussi. Il m'a fallu du temps avant de pouvoir rester seule à la maison la nuit. On a appris que l'unité numérique de Quantico n'avait pas réussi à récupérer la vidéo qui avait été écrasée sur le disque dur. Ça avait été un coup dur. Il y avait des chances qu'on n'obtienne jamais ces informations. Au bout d'environ 5 mois de recherche, l'enquête était dans l'impasse. C'était décourageant. Il y avait toujours cette crainte que ce ne soit pas résolu. Bien sûr, on a eu des doutes, mais au fond de nous, on pensait vraiment que même si ça prenait du temps, ils finiraient par trouver. Le 22 avril 2014, quand j'ai été promue dans une autre division, j'ai su que mon temps sur l'affaire Ricky Saxton était compté. J'espérais donc que ça se décanterait, que quelque chose nous aiderait à avancer avant mon départ. J'ai alors été contactée par Wayne Mitchell, l'un des analystes numériques du FBI à Jackson. Récupérer des vidéos n'est pas très fréquent. C'est moins facile et moins efficace que de récupérer une image. J'ai reçu le disque dur en avril 2014. Ce n'était pas un système DVR traditionnel. Alors, quand je l'ai transféré à Quantico, ce n'était pas le système auquel ils sont habitués. Après leur tentative infructueuse, ils m'ont renvoyé le disque dur. Le système de cette boutique ne contenait que des fichiers de données. Il enregistrait les données différemment. Et j'avais plus de chances de récupérer ces données écrasées avec mes outils numériques dans mon labo. Au FBI, on utilise principalement le logiciel Forensic Toolkit, qui permet de classer les fichiers selon leur nature, de traiter les vidéos, d'afficher les vignettes, de faire une recherche d'index, mais aussi de récupérer des données. Quand j'ai accédé au système pour la première fois, j'ai vu les dernières vidéos en date, qui avaient été enregistrées jusqu'à ce que le système soit débranché. J'ai consulté leur en-tête. Les en-têtes de fichiers sont généralement composées de caractères hexadécimaux. Et c'est ce qui permet au système de savoir avec quelle application ouvrir ce fichier. Et il y avait une structure. C'est crucial. J'ai utilisé ces caractères répétitifs pour rechercher sur le disque dur des fichiers écrasés ou supprimés, avec le même en-tête. Sachant que ça prendrait des heures, j'ai lancé le processus en fin de journée, pour que ça tourne pendant la nuit. Je suis revenu le lendemain. Et il y avait plus de 16 000 vidéos. Je m'attendais à ce qu'il y en ait 100, voire 200, mais pas autant. Pour des fichiers vidéo, c'est extrêmement rare. Il allait falloir ouvrir ces vidéos une à une, afin de les visionner et d'en déterminer le contenu, la date et l'heure. Ça allait prendre beaucoup de temps, environ 88 heures de travail effectif, pour passer tout ça en revue. J'ai donc décidé de contacter les enquêteurs pour leur dire que j'avais besoin d'aide. Wayne Mitchell nous a informé qu'il disposait d'un logiciel
capable d'extraire des informations de ce disque dur et de les diviser en séquences de 1 à 2 secondes. On pourrait peut-être ainsi identifier l'acheteur du téléphone. C'était notre dernière chance de récupérer des informations à partir de ce disque. Quand on est arrivé dans le bureau de Wayne, il avait installé plusieurs ordinateurs. On s'est donc assis chacun devant un poste. Et on a entamé le visionnage de ces très courtes vidéos. Même si elles étaient très brèves et qu'elles se refermaient même parfois presque immédiatement, la date et l'heure étaient toujours incrustées dans l'image. Et on savait quelle date et quelle heure on cherchait. Le 13 novembre à 10h34. Il suffisait donc d'être patient. Il y en avait des milliers, mais on était bien décidé à toutes les visionner. On les enchaînait avec les yeux rivés dans l'angle où était affichée la date et l'heure. Le téléphone avait été acheté à 10h34. Après moins de 2 heures de visionnage, j'ai cliqué sur une vidéo et je pense que l'heure n'était pas tout à fait exacte, mais on voyait une personne devant la caisse et cette personne était en train d'acheter un téléphone portable. Je n'y croyais pas. Quand j'ai vu ça, j'ai relancé la vidéo pour être sûr que je n'avais pas halluciné. L'agent Oliver était assis à quelques mètres et il a dit « Je crois que j'ai un truc ». Tout le monde s'est arrêté, il n'y avait plus aucun bruit. On s'est dirigé vers son poste. Et en voyant ça, on a su que c'était ça. L'heure, la date, la personne à la caisse, avec le téléphone, sur le comptoir. On avait réussi. Mon cœur battait la chamade. J'ai eu une poussée d'adrénaline. Donc c'était un moment fort. On avait besoin de cette percée dans l'enquête. Mais il restait à identifier cette personne. Cette vidéo n'avait aucune utilité si on ne savait pas qui était l'acheteur du balourd. Grâce à cette mini-vidéo, on savait que c'était bien l'acheteur du fameux téléphone. On avait son profil. On savait que c'était un homme afro-américain avec des cheveux courts et qu'il était assez costaud. On a alors contacté les officiers de police locaux pour savoir s'ils le connaissaient. On a fini par la diffuser sur nos médias pour voir quelles informations on pouvait obtenir. Un seul nom est revenu, Johnny Brown. On a convoqué Johnny Brown pour l'interroger. Il a admis avoir acheté le balourd, mais en précisant qu'il l'avait acheté pour quelqu'un d'autre. On se doutait qu'il était impliqué dans cet homicide, mais sans être sûr du rôle qu'il avait joué. Et les informations qu'on a recueillies n'étaient pas suffisantes pour l'inculper du meurtre de Ricky Saxton. Ça a été le moment le plus décevant dans cette enquête. Mais il n'était pas question de baisser les bras. Quand j'ai quitté le bureau des enquêtes du Mississippi pour une autre division, j'ai transféré les dossiers à mon successeur, à savoir Troy Travis. J'étais chez moi un dimanche après-midi quand j'ai été appelé par le bureau du shérif du comté de Yazoo.
On m'a dit que des personnes avaient entendu Johnny et l'épouse de Johnny, Shantina, qui se disputaient. Ils ont commencé à se disputer sur la terrasse. Elle a couru dans la salle de bain pour appeler la police et il a dit « Si tu leur parles de Ricky Saxton, dis-leur que t'étais dans la voiture aussi. » C'était un témoignage important qui reliait une deuxième personne à cette affaire d'homicide. Le lendemain, on a réussi à joindre Johnny pour le convoquer au poste une nouvelle fois. Concernant l'enquête sur la mort de Ricky Saxton, les déclarations que vous avez faites la dernière fois ne sont pas totalement exactes, c'est bien ça? C'est ça. Mais ce que vous voulez nous dire cette fois est totalement exact, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Si vous voulez bien, expliquez-nous ce qu'il s'est passé ce jour-là depuis le début. Je suis allé acheter un téléphone chez Fred. C'est ma femme qui l'a activé. M'en a appelé Ricky Saxton. Qui l'a appelé? Ma femme. Ok. Je savais qu'il y avait une épave près d'une vieille maison. Je voulais qu'il me l'achète pour que je puisse payer mon loyer. J'avais pas l'intention de tuer ou de voler Ricky. Je voulais lui vendre la voiture pour avoir l'argent. Il m'en a proposé $425, mais il m'en fallait 600 pour payer mes factures, alors... Je lui ai dit que... qu'il devait me donner plus. Mais il m'a dit... C'est tout ce que je peux faire, désolé. Quand il a dit ça, j'ai sorti mon flingue. Il s'est mis à courir. Je l'ai suivi et le coup est parti. C'était un accident. Ensuite, que s'est-il passé? Il est tombé derrière la maison. À ce moment-là, je me suis dit qu'il était mort, mais non. J'ai tiré. Vous avez tiré où? Dans la tête. Combien de fois? 2. Pour quelle raison? Je voulais pas qu'il souffre dans le froid. Donc vous l'avez tué pour lui rendre service? C'est ça. Pour l'achever? Oui. Vous l'avez exécuté? Oui. J'ai pris l'argent dans son portefeuille et j'ai piqué un sprint. Combien avez-vous volé à Ricky le jour où vous l'avez tué? Dans les $600. C'était insensé. Je me suis dit que Ricky faisait cette activité pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de sa famille. Alors, savoir que quelqu'un lui a tendu un piège, une embuscade, ça fait très mal au cœur. Johnny Brown était connu de ma famille. Il connaissait papa. Il savait que c'était quelqu'un de généreux et qu'il aurait pu l'aider. Mais il a choisi de le tuer. Après avoir obtenu les aveux de Johnny, on l'a immédiatement mis en prison. On a ensuite demandé à Shantina Brown de venir répondre à nos questions. Quand Johnny est revenu en courant, que vous a-t-il dit? Il m'a dit de compter l'argent. Que lui avez-vous demandé? S'il avait tué Monsieur Saxton. Qu'a-t-il répondu? Oui. J'avais promis à la famille, dès le début, que je ferais tout pour trouver le responsable. Alors, quand on m'a informé qu'il avait avoué, c'était comme boire un grand verre d'eau bien fraîche. Ouais,
J'étais soulagé. Johnny Brown a écopé de 41 ans de prison pour meurtre sans préméditation, vol à main armée et possession d'une arme à feu par un criminel condamné. Son épouse, Shantina Brown, a écopé de 30 ans de prison pour meurtre sans préméditation, vol à main armée et association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre. La criminalistique numérique est une science. Et la science est indiscutable. Elle ne se trompe pas. Ni sur l'heure, ni sur le lieu, ni sur les éléments qui décrivent les actes d'une personne. C'est grâce au travail de Wayne Mitchell qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Les informations tirées de cette vidéo nous ont permis d'identifier Johnny Brown comme étant le principal suspect dans l'affaire du meurtre de Ricky Saxton. On n'oubliera jamais Ricky. Il aimait sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. C'était tout pour lui. Y a pas mieux que ça! Je vais lui parler de temps en temps, sur sa tombe. Jusqu'à mon dernier souffle, je penserai à lui. Regarde, c'est Mimi. La veille de sa disparition, il m'a envoyé un SMS qui disait « Je t'aime très 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 fort ». C'est toujours l'écran de veille de mon téléphone parce que... Je ne sais plus quand je l'ai vu pour la dernière fois, mais je sais que dans son dernier message, il me faisait savoir qu'il m'aimait énormément.